On en arrive enfin aux méthodes de calcul pour le déterminant. Alors, on a dû d'abord faire toute la théorie pour justement définir maintenant des méthodes et se convaincre qu'elles permettent bien de calculer le déterminant. Donc j'ai commencé par vous rappeler les deux formules qu'on a déjà vues pour les matrices de taille 2,2 et les matrices de taille 3,3. Pour les matrices de taille 3,3, je vous rappelle, pour se souvenir de cette formule, ce que je vous conseille de faire, c'est les deux premières colonnes, vous les recopiez là à côté de votre matrice, et ensuite vous faites les trois diagonales, avec un plus, moins les trois autres, les antidiagonales si vous voulez, avec un moins. On appelle ça la règle de Sarus, elle ne convient que pour les matrices de taille 3,3. Alors, il y a un cas particulier de matrice, donc maintenant, on repasse à des matrices de taille n. Quelquefois, vous verrez un petit n là à côté du déterminant pour qu'on soit tous convaincus qu'elle est de taille n. Donc, il y a un type de matrice pour lequel le déterminant est facile, ce sont les matrices diagonales, et plus généralement, on va démontrer une formule pour les matrices triangulaires supérieures. Donc, si A est une matrice triangulaire supérieure, son déterminant, c'est simplement le produit des coefficients sur la diagonale. Bien sûr, puisque le déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A, la formule est aussi vraie si la matrice est triangulaire inférieure. Donc on va démontrer ce théorème 14. Alors on prend une matrice A, triangulaire supérieure, ça veut dire qu'en dessous de la diagonale il y a des zéros, ce qui veut dire que si le numéro de la ligne est strictement plus grand que le numéro de la colonne, alors le coefficient est nul. Ça, c'est pour traduire tous les zéros en dessous de la diagonale. Et puis ensuite, on est obligé de nouveau d'utiliser la formule théorique pour le déterminant. Donc, je vous la rappelle ici, le déterminant de A, c'est la somme pour sigma appartenant aux permutations de 1n, la signature de sigma fois ce produit. Alors, on va regarder quand est-ce que ce produit... on va regarder quels sont les sigmas dans cette somme qui sont intéressants. Parce que vu la formule qu'on veut démontrer, on veut bien un produit, ce qu'on aimerait en fait nous, c'est que la somme elle disparaisse. Entre guillemets, qu'il n'y ait plus qu'un seul terme dans la somme qui soit pertinent. Donc on va regarder. Pour une permutation sigma quelconque, si jamais ce produit vaut 0, tout ce produit là vaut 0, bon bah en fait, le sigma, ça sert à rien de le compter. Parce qu'on additionne un 0, on fait plus 0, donc c'est pas très intéressant. Donc on peut, et je le mets bien entre guillemets puisque ça n'a aucune valeur mathématique comme vocabulaire, oublier le sigma dans la somme. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt les permutations sigma pour lesquelles ce produit ne vaut pas 0. Et pour qu'un produit ne vale pas 0, ça veut dire qu'aucun des termes dans le produit ne vaut 0. Donc, en fait, dans cette somme, vous n'avez que les permutations sigma pour lesquelles A d'indice sigma k est différent de 0. Mais vu la définition de la fonction de la matrice A, ça veut dire en particulier que du coup sigma k doit être inférieur ou égal à k. Ok? Eh bien, ce qu'on va démontrer, c'est qu'en fait, cette hypothèse-là, elle implique forcément que sigma k est égal à k. Et donc, en fait, les permutations qui vérifient cette condition, eh ben, il n'y en a qu'une seule, c'est l'identité. Et c'est pour ça que la somme disparaît. Donc, on va démontrer que quand cette inégalité est vraie, ça implique que ça devient une égalité grâce à une récurrence forte. Donc, on note PK la propriété. Je vous le rappelle, si c'est une inégalité, alors ça devient une égalité. Pour l'initialisation, on le fait donc pour k égale 1, sigma 1. Puisque sigma est une permutation de 1 à n, sigma 1 c'est un nombre, on ne sait pas lequel, entre 1 et n. Donc en particulier, sigma 1 est supérieur ou égal à 1. Et puis nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que cette implication est vraie, donc on suppose de même que, en plus de ça, qui est un résultat qui est tout le temps vrai, on a cette hypothèse, à savoir que sigma 1 est inférieur ou égal à 1. Donc en particulier, sigma de 1 est égal à 1. Donc la propriété est vraie au rang 1. Alors maintenant, on va raisonner par récurrence forte, donc on suppose qu'on a choisi un indice k, tel que pour tous les indices avant k, p de i soit vrai. Et on s'intéresse à p k plus 1. Donc on suppose que sigma de k plus 1 est inférieur ou égal à k plus 1, et on veut montrer l'égalité. Alors l'entier sigma k plus 1, puisque sigma est une permutation,
il n'est pas égal à sigma k, il n'est pas égal à sigma k moins 1, etc. Donc il n'appartient pas à l'ensemble 1k, puisque 1k, c'est les valeurs prises par sigma en d'autres points. Et comme sigma est une bijection, c'est pas possible de prendre deux fois la même valeur. Donc sigma k plus 1 n'appartient pas à cet ensemble, et par hypothèse, il est inférieur ou égal à k plus 1. Donc de nouveau, sigma k plus 1 est égal à k plus 1. Et donc l'hypothèse est vraie au rang k plus 1. Donc finalement, la seule permutation dans cette somme qui va vérifier cette condition, c'est-à-dire telle que le produit ne va pas être égal à 0, eh bien c'est l'identité. Donc le déterminant de A est égal à la signature de l'identité, qui vaut 1, fois le produit des termes sur la diagonale. Par transposition, je vous le redis, c'est vrai pour une matrice triangulaire inférieure et par cas particulier, c'est donc vrai pour une matrice diagonale. On pourrait généraliser ce résultat à une matrice triangulaire par bloc. Donc je vous rappelle, triangulaire par bloc, ça veut dire que votre matrice, sur la diagonale, elle a des blocs. Au-dessus, on ne sait pas comment sont les coefficients. Par contre, on est sûr qu'en dessous, c'est que des blocs de 0. Eh bien, de nouveau, le déterminant de cette matrice, c'est le produit des déterminants de chacun des blocs. Ça se démontre par récurrence. On le fait d'abord pour 2. Je ne vais pas le faire ici, parce que c'est vraiment que calculatoire. Je préfère que vous reteniez la version triangulaire supérieure. Mais en tout cas, pour le théorème 15, au moins, vous retenez le résultat. Alors, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est que du coup, ce qui est vraiment top, c'est de se ramener à une matrice triangulaire supérieure. Et qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme méthode pour se ramener à une matrice triangulaire supérieure? Eh bien, le pivot de Gauss, tout à fait, va vous y aider.